Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison de Héros Anonymes. Bonjour à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Peut-être avez-vous pris certaines résolutions pour la nouvelle année, dont celle de faire du bénévolat. Si vous avez un talent pour les chiffres, vous pourriez notamment aider des personnes à revenus modestes à remplir leur déclaration de revenus afin de recevoir les prestations et les crédits d'impôt auxquels elles ont droit. Si ce défi vous intéresse et que vous avez la bosse des maths, on peut se renseigner sur le site de Revenu Québec. Je vous invite également à rester à l'écoute pour découvrir les 2 organismes qui réussissent à accomplir leur mission grâce à la précieuse contribution de bénévoles. C'est le cas de Transit Secours, qui peut compter sur une centaine de bénévoles pour offrir un service de déménagement et d'entreposage gratuit aux femmes qui trouvent enfin le courage de quitter un conjoint violent. Nos 2e invités, le Trash Travail de rue, sont aussi soutenus par des bénévoles qui siègent sur leur conseil d'administration ou qui aident pour différents besoins ponctuels. Nous avons discuté quelquefois aux Héros Anonymes de l'impact de la hausse des loyers qui a frappé très fort à Shawinigan où l'itinérance a augmenté de 140 % en 3 ans. Une quinzaine de campements ont même été érigés autour de la ville où agissent les travailleurs de rue qui œuvrent pour le trash. Le trash, c'est aussi un centre de jour et une école de rue tenus à bout de bras par la vingtaine d'employés, dont la directrice générale Mélissa Brassard et le travailleur de rue Jonathan Roubellaire, que nous recevrons en 2e partie. On accueille tout d'abord Anathalie Jean-Charles, directrice de Transit Secours, un organisme présent dans 10 provinces canadiennes, également sous le nom de Shelter Movers. Parce qu'ils soutiennent les femmes et enfants dans leur transition vers une vie sans violence, Transit Secours a remporté en 2022 la médaille de la paix des YMCA du Québec. Dans quelques instants, discutons avec Anathalie Jean-Charles. Notre première invitée cette semaine au Héros Anonymes, c'est une invitée, c'est la directrice de l'organisme Transit Secours, le chapitre montréalais de l'organisme Shelter Movers qui est présent dans 10 provinces canadiennes. Et j'avoue que j'ai été épatée quand j'ai pris connaissance de leur mission, car ils ont su identifier un maillon de la chaîne de survie pour les personnes victimes de maltraitance, qui est comment faire pour quitter la maison, sachant que j'ai des objets, j'ai des meubles à moi et qui pourraient être perçus comme un frein ou un obstacle. Alors, pour en discuter, la directrice Anathalie Jean-Charles. Bonjour, Anathalie. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Vraiment, vous avez su comme identifier un créneau précis ou une étape dans toute cette réflexion-là qui demande beaucoup de courage, qui est de quitter un foyer où il y a de la violence. Parlez-nous comment l'idée est née de Transit Secours. Oui, donc en fait, c'est le président fondateur de l'organisme, Marc Oljaquin, qui a parti l'organisme il y a plusieurs années, maintenant en 2016. À Toronto, en fait, c'était un homme de carrière, puis il a eu un enfant. Donc, pendant son congé de paternité, oui. J'allais dire de maternité, mais c'est vraiment paternité. Ah, on est inclusif. Exactement. Il s'est posé des questions, justement, par rapport à sa carrière, par rapport à la contribution qu'il voulait faire à la société, puis par rapport, justement, à sa nouvelle paternité, puis au regard de ce qui se passait autour de lui, il s'est impliqué au niveau, justement, de la cause des femmes, de la lutte contre les violences basées sur le genre.
Et ainsi est née, en fait, l'idée de Shelter Movers Transit Secours, qui est vraiment de fournir des services gratuits aux femmes et aux enfants et aux personnes qui vivent de la violence pour qu'ils puissent quitter finalement de façon complètement gratuite. Donc, le service fournit toute la logistique, tous les outils matériels, etc., pour que la personne puisse partir en sécurité et recommencer sa vie. Est-ce que ce besoin-là avait été identifié par des organismes, que ce soit d'aide ou encore des maisons d'accueil, des refuges pour les familles, que l'un des freins de partir était le fait justement qu'on ne sait pas trop quoi faire avec nos possessions? Ben en fait, ça n'a pas nécessairement été... il n'y a pas eu d'études, puis par la suite, on a vu qu'effectivement, il y avait un trou à cet endroit-là, enjeu, oui. Exactement, qu'il y avait cet enjeu-là. Cependant, les organismes, eux, le vivaient au quotidien. Ils voyaient vraiment que à chaque fois que la personne devait partir, on leur demande de partir avec 2 sacs de poubelle généralement et arriver dans l'hébergement. Il faut placer ces choses-là. Puis souvent, il n'y a pas d'espace non plus dans les maisons pour mettre les effets personnels de la personne, et surtout si elle a des enfants en plus qui aménagent. Donc, il y a beaucoup de choses que les femmes qui partent doivent laisser derrière elles. Puis, la plupart du temps, lorsqu'elles choisissent des items avec lesquels partir, donc dans les choses qu'elles doivent mettre dans les 2 sacs de poubelle, elles vont prioriser les effets personnels de leurs enfants. Donc, les doudous, tous les effets essentiels. Chandail préféré, Exactement. qui apporte du Le réconfort. Exactement. Et donc, il peut y avoir une crainte de dire, comme je suis partie, qu'est-ce qui se passe avec mes meubles, par exemple, si j'ai des possessions personnelles, comment je vais faire pour les récupérer? C'est ça, c'est que c'est plus pour beaucoup de ces femmes qui doivent partir parce que la majorité s'identifie comme étant des femmes. C'est souvent le problème de se dire, si je pars, je dois tout recommencer. Puis souvent, c'est des personnes vulnérables qui, à prime abord, n'ont pas les moyens de tout recommencer. Donc souvent, il y a aussi une emprise économique que l'abuseur va avoir sur le partenaire. Donc, le fait de devoir partir et de laisser son four, son réfrigérateur, son divan et tout, ça représente un investissement financier quand même assez important pour pouvoir déménager et quitter. Donc, lorsque on sait qu'on peut partir avec toutes ces choses, c'est déjà une façon de nous donner un coup de pied dans le derrière pour nous dire c'est correct, ça, j'ai pas à y penser. Oui, minimiser l'impact de cette décision parce Exactement. que je lisais que parfois ça prend jusqu'à 7 tentatives avant de quitter. Tout à fait. C'est les chiffres qu'on a dans le milieu, puis on le voit souvent, les intervenants le voient souvent aussi. Les intervenantes aussi. Donc, souvent, les personnes qu'on a aidées dans l'année vont retourner chez le conjoint. Ensuite, elle va devoir repartir parce qu'il y a encore eu une escalation de la violence, etc. Donc, à ce moment-là, il faut avoir une approche vraiment sans jugement, puis d'accueil, pour pouvoir vraiment se mettre à la place de la personne et essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qui fait en sorte que la personne revienne. Et souvent, dans les cas où le service n'est pas pourvu, une des raisons pour laquelle la personne revient, c'est qu'elle a laissé toutes ces choses derrière elle et qu'elle se retrouve à squatter le sofa de son ami ou de sa sœur ou d'un voisin ou quelqu'un qui a bien voulu... l'apporter secours. Donc, lorsqu'on peut justement aider et soutenir la personne pour qu'elle puisse avoir une autodétermination dans la façon dont elle quitte, ça fait toute une différence. Et où interviennent les bénévoles dans cette démarche versus peut-être des intervenants qui sont davantage en mesure là, de pouvoir agir au niveau du vécu des personnes? À Transit Secours, c'est partout. Donc, les bénévoles sont vraiment la colonne vertébrale de notre service et de l'organisation. Donc, on les retrouve en tant que déménageurs, déménageuses, conducteurs, conductrices. Ils sont là en tant que coordonnateurs, coordonnatrices.
au niveau de toute la logistique. Ils sont là au niveau de l'accueil. Donc, c'est eux qui prennent les appels des intervenants qui ensuite font le suivi avec les clientes. C'est aussi eux qui nous soutiennent au niveau administratif dans plusieurs postes clés. Donc, les bénévoles sont une part vraiment intégrale de la façon dont nous travaillons chez Transit Secours. Mais ça, je voyais que c'est un nombre vraiment important, ne serait-ce que pour Transit Secours, c'est quand même une bonne centaine de bénévoles, 31 000 heures qui ont été données par les bénévoles. Oui, c'est impressionnant, Ouais. même pour moi de le réaliser. Donc, c'est vraiment plusieurs heures qui sont données, offertes gratuitement. C'est une implication quand même assez importante. C'est sûr qu'il y a des implications qui sont moins importantes au niveau du temps. Donc, généralement, les déménageurs, déménageuses, conducteurs, conductrices vont offrir 1 à 2 déménagements par mois. On a une centaine de déménageurs, déménageuses actifs. Donc, au cours de l'année, ils vont se relayer un peu. Oui. Exactement, ils se renouvellent. Puis, il y a un petit groupe, nos petits faiseurs de miracles qui sont là tout le temps, exactement, qui soutiennent vraiment la cause de façon intensive, donc qui offrent beaucoup plus de temps et de disponibilité. Et ces personnes-là sont au front pratiquement toutes les fins de semaine à venir en aide à ces personnes. Quand vous dites au front, parce que j'imagine que la personne quitte, mais il y a une personne qui reste, la personne qui est considérée comme l'abuseur. Oui. J'imagine que c'est tout un défi de composer avec l'attitude de cette personne-là qui ne doit pas être très contente qu'on parle, donc qui doit avoir des réactions auxquelles les déménageurs assistent. Tout à fait. Puis ça peut être bouleversant, ça peut être touchant. C'est des expériences. Puis souvent, après les déménagements, les déménageurs, déménageuses, conducteurs, conductrices vont se réunir ensemble. Ils vont aller prendre une bière ou quelque chose ou juste aller prendre un café. Tout ça. Exactement. Puis c'est toujours un sentiment de fierté pour eux de pouvoir dire qu'ils ont vu la situation, puis ils ont su comment soutenir la personne, puis l'aider à partir. Il y a aussi des agents de sécurité qui sont sur place lorsque l'abuseur est aussi présent. Généralement, on n'envoie jamais les déménageurs, déménageuses sur les lieux sans qu'il y ait de la sécurité si l'abuseur est là. Donc, il y a les agents de sécurité, il y a aussi les services de police qui nous soutiennent sur l'île de Montréal et autour de l'île de Montréal. Et les agents de sécurité, ce sont des bénévoles aussi? Ou? En fait, ça dépend. Pour certains partenariats, on a eu un partenariat très important à Montréal qui nous a permis finalement d'avoir un service de sécurité qui nous a rien coûté. Donc, c'est pas la même chose partout au pays. Mais pour nous, on a été très chanceux de faire affaire avec cette équipe-là. Puis, ils ont développé une expertise avec la clientèle, ce qui n'est pas peu dire parce que c'est pas une situation classique de garde. Donc, il faut savoir comment agir avec la personne survivante, sachant qu'elle peut avoir qu'elle peut être en état de choc post-traumatique. Oui. Donc, on ne peut pas avoir l'air d'un gros monsieur méchant et tout. Il faut savoir écouter, puis faire preuve d'empathie, puis rassurer la personne aussi si la personne se sent un petit peu nerveuse justement par rapport à la réaction de l'abuseur qui est sur place. Donc, le fait que l'agent de sécurité puisse reconnaître ces signes-là chez la personne qu'il doit protéger, c'est un atout, quoi. Et déjà que c'est stressant de déménager, ouais. Même si c'est pour nouvelle maison, nouvel appartement qui nous enthousiasme, je peux imaginer le stress que ça représente dans de telles conditions. Tout à fait. Et les enfants, dans ces moments-là, est-ce qu'on suggère de les confier à un proche pour essayer de préserver un petit peu, les préserver de ce stress-là? Oui, tout à fait, parce que justement, la dynamique familiale, elle est très complexe. Généralement, on demande à la cliente de faire garder les enfants ou de s'assurer que lors du déménagement, les enfants ne soient pas sur les lieux. La même chose aussi pour les animaux de compagnie. Les enfants, des fois, sont témoins de la violence, mais ils ne sont pas nécessairement les victimes directes.
Donc, ils peuvent avoir un attachement à l'abuseur. Donc, de voir la séparation, ça peut créer du stress pour les enfants. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment mieux de favoriser leur absence, finalement. Et vos intervenants peuvent agir aussi auprès des enfants par la suite? Non, Okay. on n'a pas d'intervenants au sein de notre organisation. Le service principal, c'est vraiment d'offrir le déménagement et l'entreposage. Donc, en partenariat avec, avec les maisons, les refuges et autres qui vont pouvoir gérer l'impact plus psychologique, émotionnel. Exact. Nathalie, je vous propose de faire une courte pause et on poursuit cet entretien tout de suite. De retour au Héros Anonyme, nous sommes en studio en discussion avec Anne-Nathalie Jean-Charles, directrice de Transit Secours, qui offre un service de déménagement et d'entreposage. Oui, j'avais hébergement, mais c'est entreposage gratuit aux personnes qui tentent de se refaire une vie sans violence. Donc, Nathalie, l'entreposage, d'où ça vient, ces espaces-là, les camions aussi, qui vous offrent ces biens-là? Bien, c'est nos bienfaiteurs. Donc, on a plusieurs organisations, des entreprises qui nous offrent des lieux d'entreposage gratuits. Donc, à chaque année, on renouvelle nos ententes avec ces organismes locaux, dont Bluebird, Mini Storage Montréal aussi, qui nous soutient. Donc, c'est vraiment des dons qui sont faits gratuitement. Donc, on bénéficie de ces espaces-là, puis on peut les partager par la suite entre la clientèle. Est-ce que ça arrive qu'il y a des entreprises de déménagement qui font quelques déménagements en extra aussi, ou c'est seulement des bénévoles de Transit Secours? Oui, ça peut arriver aussi. On est chanceux à Montréal d'avoir aussi un partenariat avec Meldrum depuis les débuts, je pense, de nos activités en 2020. Donc, eux aussi nous soutiennent une fois de temps en temps lorsqu'on n'arrive pas à combler les besoins au cours du mois. Donc, ils viennent pour soutenir les déménagements, toujours avec une personne de notre équipe, cependant, pour établir la connexion avec la cliente et tout, mais eux sont là pour déménager, finalement. Et vous l'avez dit, les bénévoles, c'est le socle, la colonne vertébrale de Transit Secours. Si on lance un appel à nos auditeurs, est-ce que il y aurait une place pour eux pour vous aider? Ah, bien sûr, on a toujours une place pour de nouveaux déménageurs, une déménageuse, conducteur, conductrice. Vous n'êtes pas obligé d'être des colosses pour être déménageur. On a beaucoup de retraités, on est chanceux, on a des retraités dans notre équipe, on a des personnes qui rentrent dans une certaine partie de leur vie, dans un certain âge. On a des étudiants aussi, puis eux, ils sont beaucoup plus présents au printemps, en été. Mais lorsque cette cohorte-là part, on est content d'avoir des personnes un peu plus âgées qui ont plus de temps pour faire ce genre d'activité-là. Il y a aussi, pour ceux qui vraiment physiquement sont limités et ne sont pas en mesure de soutenir lors d'un déménagement, il y a aussi tous les postes administratifs qui requièrent justement de faire de l'accueil au téléphone avec les intervenants, etc. Donc, voilà. Donc, on lance un message, que vous soyez un étudiant, retraité, personne avec des limitations physiques, Transit Secours a besoin de vous. J'ai envie de dire, là, si il y a des jeunes à l'écoute, là, c'est une façon facile de faire votre workout en plus, de vous faire des muscles, de vous entraîner, autant les muscles que le cœur. Transit Secours. Oui, j'aime ça. Monter des escaliers là, à Montréal, c'est courant pour les déménagements. Là, donc, c'est un bon workout pour le cardio. Et pour le cœur aussi. Oui, exact. On pratique ce muscle social. Vous avez besoin de donateurs également parce que vos activités sont financées beaucoup par les donateurs. Est-ce qu'il y a un financement gouvernemental aussi?
Oui, on a un financement gouvernemental, mais ça ne couvre pas toutes nos opérations. Donc, la plupart des financements qu'on reçoit du gouvernement, c'est pour des projets spécifiques. Donc, on est soutenu majoritairement par le secrétariat de la condition féminine du Québec. Mais pour le reste, c'est vraiment des donateurs, des grands donateurs qui nous soutiennent, comme le CN, par exemple, ou la Fondation Choquette-Legault, et d'autres grandes familles aussi qui nous viennent en aide, là. Sinon, il y a aussi les donateurs particuliers qui nous soutiennent tous les mois. Donc, on recherche toujours des gens qui ont le cœur sur la main pour donner aussi financièrement, parce que les déménagements, bien entendu, c'est pas gratuit. Donc, l'entreposage, on est chanceux d'avoir une partie qui est couvert donc par les entreprises, mais il y a d'autres lieux où est-ce qu'on doit débourser aussi, parce que malheureusement, on a besoin de plus en plus d'espace au fur et à mesure où on déménage. Et il faut savoir que nous, on soutient les clientes du début à la fin. Donc, quel que soit le temps que ça prend pour elles de se réinstaller, on est là avec elles. Donc, ça peut prendre des fois 6 mois, comme ça peut prendre 1 an. Donc, si ces choses sont entreposées pendant 1 an, l'espace qui est occupé doit éventuellement être remplacé par un autre qui doit soit se libérer ou en trouver d'autres. Donc, ça, c'est de l'argent. Donc, le soutien financier est essentiel pour ce qu'on fait. Vous avez fait l'année dernière une campagne, je crois, le pouvoir de chaque geste. Oui. Vous avez eu des porte-paroles tout de même assez géniaux et connus. Oui. Daniel Henkel, entre autres. Entre autres, oui. Okay. Tout à fait. C'était vraiment une collaboration enrichissante avec Madame Danielle Henkel, Catherine Souffron et le chanteur de Dee Joyce. Donc, leur témoignage, leur discours a vraiment été émouvante pour les personnes qui étaient là lors de la conférence de presse. Et sur les réseaux sociaux aussi, ça a apporté un regard sur ce qu'on fait. Donc, on les remercie. Et pourquoi ces personnes-là ont été sensibilisées à votre cause? Je pense qu'en fait, je ne pense pas, je sais que chacun d'entre eux ont une histoire personnelle par rapport à la cause. Donc, Danielle Henkel, c'est au travers de sa mère qu'elle a vécu malheureusement la violence conjugale. Ensuite, il y a Dee Joyce, qui est un enfant survivant, donc qui a dû en plus être séparé de sa mère par mesure de protection parce que c'était devenu très dangereux pour lui. Et il y a Madame Catherine Souffron, qui est maintenant comédienne, mais qui a été procureure de la Couronne et qui travaillait spécifiquement dans les cas de violence conjugale. Donc, ça a été un trio parfait, en fait, pour soutenir la cause et pour démontrer à quel point que chacun des gestes peuvent faire une différence. Catherine Souffron, qui, je crois, joue le rôle de Mylène dans L'œil du cyclone. Oui, c'est ça. Oui. J'imagine, oui, que ça peut être vraiment touchant. Donc, on voit que ces 3 personnes-là ont développé une résilience face à ce qu'elles ont vécu, mais il reste qu'il y a des traumatismes d'avoir assisté ou de l'avoir vécu soi-même, et peut-être même certains préjugés de la population, de se dire... puis c'est des préjugés que vous avez peut-être déjà entendus, mais si elles voulaient partir, elles partiraient, donc pourquoi elles reviennent tout le temps? J'imagine que vous avez à composer avec ces préjugés-là. Comment vous réussissez à les recadrer? Bien, en fait, les recadrer, c'est drôle parce que maintenant, je le fais plus. Au début, j'avais, oui, tendance à le faire, mais maintenant, je me dis que c'est vraiment... des fois, il faut prendre le temps. C'est une question d'empathie. Il faut prendre le temps de se mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre pour savoir comment la personne peut vivre la situation. Donc, c'est sûr qu'on peut se poser la question du pourquoi, mais c'est tellement complexe. On parle de quelqu'un à qui on a fait confiance, qu'on a aimé, avec qui on a partagé une intimité, des choses fortes, des choses importantes, qui nous a trahis d'une façon exceptionnelle. Là, on ne parle pas juste d'un adultère ou d'une perte de confiance, on parle d'un abus physique, psychologique, on parle de coercition. Donc, on parle d'un niveau de violence qui est tellement extrême que de comprendre comment une personne peut gérer ce traumatisme-là, il faut vraiment se mettre à la place de la personne parce que
la personne, c'est devenu un bourreau, mais c'est un bourreau qu'on a aimé. C'est un oui, bourreau c'est qui peut insidieux, être aussi... puis la personne n'a Voilà. pas ce visage-là au départ. Elle est très, très gentille. Exactement. Ce sont des grands impacts moraux, psychologiques, mais je lisais également, selon le ministère de la Justice du Canada, que ce sont des frais importants, 7,6 milliards comme impact de cette situation-là. Oui, parce que c'est de l'argent, que ce soit au niveau post-traumatique pour prendre en charge par la suite les victimes, que ce soit au niveau des frais de justice aussi que ça implique, parce que souvent, ça se retrouve à la cour lorsque malheureusement la personne ne survit pas au sévice. Ça crée aussi un fardeau pour le système de justice. Donc oui, c'est un phénomène qui est quand même très coûteux pour la société. Bien, je lisais aussi également perte de salaire, des coûts médicaux, les coûts des programmes de protection de la jeunesse, les dommages aux propriétés. Oui. Donc, on est tous sensibilisés au fait que ça comme citoyens, c'est un investissement social, alors que si on axe plus vers la prévention, bien, on sera tous gagnants. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le futur à Transit Secours? À Transit Secours, on souhaite de rayonner dans la région de Montréal et ailleurs aussi au Québec parce que les besoins sont là, ils sont importants ailleurs qu'au Québec aussi. Puis pour la société, en fait, mon souhait, c'est vraiment que les choses changent, c'est que éventuellement qu'il n'y ait plus de besoin pour Transit Secours, que les gens apprennent à communiquer, à verbaliser leur douleur. Plutôt que d'utiliser la violence et la coercition pour se faire comprendre. Je suis de tout cœur avec l'œuvre qui vous anime à tous les jours parce que je remarquais aussi que les victimes sont en général très jeunes. Oui, malheureusement. En bas de 35 ans? Oui, la majorité de notre clientèle à Montréal a moins de 29 ans et ont de jeunes enfants, donc de moins de 8 ans. Donc, ça afflige beaucoup de jeunes personnes et les personnes âgées aussi. Donc, on doit investir en prévention aussi, également en prévention, dans l'importance d'apprendre à bien nommer ses besoins, ses limites. Exactement. Et d'ici là, d'avoir des organismes comme Transit Secours qui sont là pour... minimalement réduire les méfaits chez ceux... j'allais dire que c'est trop tard, mais en fait, vous les aidez à démarrer une nouvelle vie. Exact. Puis on en est très fiers. Alors, Anne-Nathalie Jean-Charles, directrice de Transit Secours, qui est un organisme présent dans 10 provinces canadiennes. Donc, c'est Shelter Movers ou le site Transit Secours. Merci beaucoup, Anne-Nathalie. Merci. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. Le deuxième organisme que nous recevons aujourd'hui est le TRASH. TRASH pour un acronyme pour Travail de rue à Shawinigan, une région où il y a eu beaucoup de déménagements de gens qui étaient à Montréal parce que les loyers étaient considérés comme moins chers à Shawinigan. Or, la hausse des loyers s'est fait connaître à peu près partout à travers le Québec et ça a eu comme conséquence là, le fait qu'on ait érigé des campements un peu tout autour de la ville. Donc, il y a des nouveaux itinérants qui se sont présentés au-delà de ceux qu'on connaissait, donc des immigrants. Oui, d'une certaine manière, hein, on change d'un milieu à un autre au niveau de l'économie et l'organisme Travail de rue à Shawinigan est là pour les aider dans cette transition, qu'elle soit courte ou plus longue. Et nous recevons aujourd'hui la directrice Mélissa Brassard et le travailleur de rue Jonathan Roux-Belair. Bonjour à vous deux. Bonjour. Okay. Comment est venue la naissance du TRASH? En fait, l'organisme existe ici sur le territoire à Shawinigan depuis 2005. C'est d'abord né d'un projet pilote avec la table jeunesse de Shawinigan en 2004, puisqu'on observait là, des besoins qui n'étaient pas répondus, donc des gens qui n'étaient pas rejoints par les services traditionnels. Le travail de rue existait dans d'autres régions, bien évidemment, là, en 2004. Puis, ça a inspiré là, les acteurs là, alentour de la table de dire peut-être que cette pratique alternative-là pourrait répondre à un besoin là, qu'on observe. Donc, c'est comme ça que l'organisme là, a pris naissance en 2005 ici à Shawinigan.
Donc, ça fera 20 ans que vous êtes actif. C'est votre 20e anniversaire cette année. Oui, oui, exact. Au fil des années, les services se sont développés au sein de l'organisme. Donc, de 2005 à 2016, on parlait uniquement du travail de rue, donc des intervenants là, directement dans les quartiers les plus défavorisés de Shawinigan pour rejoindre les populations. Puis, suite à des échos, des commentaires là, des gens qu'on rejoignait, puis on a créé un centre de jour, un lieu où ils peuvent se rassembler, briser leur isolement, s'entreprendre dans différents projets, un lieu neutre qui ne porte pas d'étiquette. Puis voilà. Puis en 2019, une école de rue, donc en partenariat là, avec le Centre d'éducation aux adultes du territoire, encore en réponse là, à des besoins qui étaient nommés par les gens rejoints là, dans nos services. Je voyais ça, l'école de rue, la retenue. Oui. Est-ce que les personnes qui fréquentent cette école de rue sont habituées peut-être davantage de la moyenne à avoir été en retenue? Vous tentez de les retenir? Peut-être, on pourrait le voir comme ça. Assurément qu'ils ont eu un parcours académique peut-être atypique ou parsemé d'embûches. Par contre, là, après un certain temps d'arrêt, on retrouve une certaine motivation à vouloir y retourner, mais sont conscients là, qu'ils auront toutes différentes marches à gravir avant de retourner dans un milieu plus conventionnel. Donc, l'école de rue La Retenue là, existe, entre autres, là, pour ces gens-là là, qui souhaiteraient faire un retour, mais qui, par le passage ici, ça se fera de façon plus douce, plus progressive. Et concrètement, comment ça fonctionne versus carrément aller cogner à une institution d'éducation pour adultes? Bien, en fait, ça fonctionne. Il y a une première rencontre là, qui est une petite rencontre préliminaire où là, la personne vient rencontrer les intervenants. On lui explique un peu le processus ici, de la façon que ça fonctionne. Si dans ses objectifs, ça cadre avec le programme, bien là, à ce moment-là, il est invité à venir passer une journée, donc élève d'un jour. Puis, si c'est toujours dans ses aspirations là, d'intégrer ici la retenue, bien là, va pouvoir s'inscrire puis avancer à son rythme, un peu comme au centre d'éducation aux adultes, avec des périodes plus courtes. Donc, arrive en fin d'avant-midi, prend un bon repas. Puis, après le dîner, c'est les professeurs du centre d'éducation aux adultes qui vont se déplacer ici pour venir offrir leur enseignement là, aux élèves qui sont sur place. Donc, j'imagine vous tentez de diminuer les freins, les obstacles qui feraient en sorte de fréquenter le centre d'éducation aux adultes de manière classique? Oui, bien, c'est certain que notre seuil de tolérance là, est hautement élevé là, si on compare là, à un milieu plus traditionnel. Quoi qu'on va travailler avec eux, là, ces aspects-là, là, qui surtout s'ils souhaitent éventuellement intégrer l'institution conventionnelle, bien, on va travailler avec eux, là, ces habiletés-là, là, à pouvoir se maintenir là, dans un cadre plus traditionnel. Moi, je comprends que l'évolution de vos services s'est fait vraiment en étant à l'écoute des besoins. Et en étant à l'écoute des besoins, c'est un peu la définition, je dirais, du travail de rue qui... Et là, je m'adresse à Jonathan. J'ai lu une expression qui est vraiment très jolie. Vous êtes des tricoteux de tissu social. Oui, ça fait partie, c'est un aspect de la pratique. Dans le fond, les travailleurs de rue, nous autres, on intègre les quartiers. Puis, oui, on parle beaucoup d'itinérance ces temps-ci. Sauf que le travail de rue, c'est pas seulement l'itinérance. Notre but, dans le fond, c'est vraiment de se familiariser avec le quartier puis de rentrer en relation avec tous les acteurs de ce quartier-là, là, que ce soit les gens dans la rue, le monsieur qui tient le dépanneur, la barmaid au bar. Puis, à travers toutes les relations et tous les liens qu'on crée, ben c'est là qu'on peut faire un petit peu de mariage social, des fois un petit peu de médiation, là, dépendamment des situations qui se présentent. Je lisais qu'un travailleur de rue est à mi-chemin entre un ami et un intervenant. Comment vous le qualifieriez de votre côté? Dans le fond, c'est la nature du lien qu'on entretient avec les gens. C'est pour, dans le fond, les travailleurs de rue, notre spécialisation, en tout cas, c'est mon point de vue puis de ma façon de voir, mais notre spécialisation, c'est vraiment le lien avec la personne, puis c'est aussi notre priorité.
Fait que, si je compare avec des intervenants un petit peu plus traditionnels, souvent, ils ont des mandats assez précis, là, que ce soit par rapport à la dépendance, par rapport à la santé mentale. Tandis que nous, on est avec les gens, peu importe la situation, puis peu importe les échecs qu'ils peuvent vivre, nous autres, on reste toujours avec eux. Fait que, on priorise le lien avec eux. Fait que c'est ça que la nature de la relation qu'on a avec eux, c'est pas des amis, ça va peut-être un petit peu au-delà de ce que les intervenants traditionnels ont. Donc, c'est un petit peu entre ces deux pôles-là. Et sur le terrain, on vous appelle Jonathan tout court? Oui, c'est ça. Admettons, quand je rencontre de nouvelles personnes, ça fait, moi, j'arrive dans ma 3e année, fait que, je commence à être connu. Mais au début, je vais pas me présenter. Mettons, je vois une gang de jeunes au parc, je vais pas aller me présenter à l'autre. Moi, c'est Jonathan de nos travailleurs de rue. C'est plus que je fais de l'occupation dans certains lieux, puis habituellement, c'est des gens qui viennent vers moi, puis ça, je peux être en relation avec quelqu'un pendant un certain temps avant qu'il sache même que je suis travailleur de rue. Ah oui? Donc, est-ce que... Parce que là, spontanément, ce qui me vient comme exemple, c'est sûrement pas approprié, mais les agents doubles, c'est ce qu'ils font un peu, d'une certaine manière. Oui, on parle un petit peu dans la vieille école du travail de rue, on parle un petit peu de faire de l'infiltration des quartiers, puis on a un petit peu ce langage-là. La nouvelle école aime un petit peu moins ces termes-là, mais en gros, c'est pas mal ça qu'on fait. C'est juste on n'a pas la même visée que les policiers là, de faire respecter les lois et toutes ces choses-là. Mais oui, ça s'apparente un petit peu dans ce sens-là. Combien de temps ça prend pour réussir à s'intégrer comme ça, puis à... La moyenne, je dirais, ça dépend toujours de la personnalité du travailleur de rue, puis également des quartiers. Mais la moyenne, c'est, je dirais, entre 6 mois et 1 an pour une intégration là, d'un travailleur de rue. Puis pendant ce temps-là, vous êtes, c'est ça, Jonathan tout court, un gars qui se retrouve au parc à ce moment-là. Comment vous réussissez à faire le passage entre Jonathan, est-ce qu'ils vous demandent ce que vous faites dans la vie? Comment il se fait ce passage-là à l'identification en tant que travailleur de rue? Ça dépend vraiment des contextes, des gens qu'on rencontre. Ça, mettons, je reprends, encore l'exemple des jeunes là, qui sont au parc, puis je vais faire un petit lien avec les agents d'infiltration, tout ça. Mais ça, à force de me voir tout le temps assis à la même table de pique-nique, et puis un petit peu dans leur bulle, si on veut, souvent, c'est eux autres qui vont venir nous voir, puis qui vont nous demander « T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais là? » C'est pas rare, là. Moi, surtout, physiquement, j'ai un petit peu la carrure, avec ma coupe de cheveux, je ressemble un petit peu à un policier, fait que c'est pas, ils vont nous le demander directement, t'es-tu un double, t'es-tu une nanana, puis quand ce genre de choses-là émerge, c'est là qu'on fait notre dévoilement, là, puis qu'on explique, non, je suis travailleur de rue, puis on explique un petit peu la pratique. C'est genre, là, juste un exemple avec les jeunes, il y en a d'autres, souvent je suis en avant des dépanneurs, puis des messieurs qui passent puis qui me voient comme planté là à tous les jours. Au début, c'est un petit sourire, après ça, un petit signe de tête, après ça, un petit salut. Après ça, on jase un petit peu de météo. Puis, la relation se bâtit tranquillement comme ça là, à travers le temps. C'est sûr que ce sont des lieux de proximité, des lieux où les gens doivent aller. Donc, vous gagnez à aller à des lieux où il y a plus de circulation, j'imagine? Oui, exact. Ouais. Ça, puis les lieux un petit peu plus marginaux aussi, là, comme vous parliez au début là, des campements qu'il peut y avoir autour de la ville, c'est des lieux où on va également. Oui, mais ça, ce que j'ai compris, c'est plus récent parce qu'il y a eu, je le disais d'entrée de jeu, là, une augmentation de l'itinérance là, de 140 % depuis 3 ans. Les statistiques, je vais peut-être laisser Mélissa répondre. Je suis pas trop sûr de... J'ai pas le pourcentage exact, mais il y a clairement une augmentation là, assez. Vous le voyez de visu là. Ça, on le voit, on le ressent aussi parce que de plus en plus les partenaires nous interpellent, les commerçants, la population en général, parce que c'est pas un phénomène qu'on était habitué de voir à Shawinigan. L'itinérance, il y en avait, mais elle était cachée. Mais oui, depuis la pandémie, là, ça l'a considérablement augmenté. Là. Et évidemment, malheureusement, c'est un phénomène qui se répercute à peu près partout au Québec. Quelle sorte de bonnes pratiques vous êtes donné un peu les différents organismes qui évoluent un peu sur le terrain comme ça? Comment réussir à aider dans le cas là, des nouveaux itinérants?
Peut-être pour juste poursuivre sur ce que Jonathan disait tout à l'heure, c'est de s'assurer que les travailleurs de rue qui sont directement sur le terrain puissent aller à la rencontre de ces gens-là. Bon, des fois, ce ne sera pas à la première visite qu'ils réussiront là, à créer un lien avec la personne ou un contact même avec la personne, mais de fil en aiguille, je pense que ça, c'est possible. Puis également, avec les partenaires, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé bonifier les heures d'ouverture. Donc, nous, ici, il n'y a pas d'hébergement. Par contre, on a un centre de jour. Donc, ce qu'on fait en période hivernale, on ouvre 7 jours sur 7. Donc, de décembre jusqu'à la fin de l'hiver, on va être ouvert 7 jours sur 7. Puis ça permet aux personnes là, qui se retrouvent en situation d'itinérance d'avoir un lieu pour aller se réchauffer, pour aller prendre une douche, pour être au contact des intervenants. Puis c'est ça, c'est d'assurer vraiment là, une présence, là, je pense, sur le terrain aussi également, là, qui est bien importante. Là. Et donc, le centre de jour en tant que tel, on le dit, là, c'est un centre de jour, il n'y a pas d'hébergement de nuit, mais j'imagine que vous faites des liens peut-être avec d'autres partenaires qui sont en mesure peut-être d'offrir des nuitées dans les cas de grand froid? Oui, exactement. On travaille en étroite collaboration là, avec la ressource d'hébergement d'urgence ici sur le territoire, qui eux aussi ont augmenté là, leur place en hébergement là, pour pouvoir répondre à ce besoin-là qui est grandissant à Shawinigan. J'ai envie de vous demander à tous les deux, il y a eu cette histoire médiatisée avant les fêtes là, du complexe des Jardins qui faisait fuir les itinérants avec la chanson Baby Shark. Vous en avez pensé quoi? Pour moi, je l'apprends. Ah oui? Ouais. Je suis pas beaucoup les nouvelles, mais tu sais, je pense que ça s'inscrit un petit peu dans le mouvement de... je cherche le terme, là, l'architecture... mettons, c'est ceux qui mettent des barreaux sur les bancs de parc, puis ce genre de choses-là. Je pense que ça s'enligne, ça s'en embarque un petit peu dans cette mouvance-là. Puis ça, c'est... Pas dans ma cour, c'est pas mon problème. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que c'est ça, en tant qu'humain, je peux comprendre un petit peu l'agacement que ces gens-là peuvent apporter aux commerçants, à leurs clients, puis tout ça, mais en tant que travailleur de rue, c'est sûr que c'est pas quelque chose que je cautionne, puis je réagis négativement, disons, à cette nouvelle-là. Ouais. J'aime bien comment vous l'amenez. Il y a de la nuance dans vos propos. Mélissa, vous souhaitiez réagir? Oui, bien, en fait, ce que j'allais dire, c'est on est en mesure de comprendre que ça peut être difficile pour un commerçant, par exemple, qui voit sa clientèle incommodée par la présence de ces personnes-là. Je pense aussi qu'il y a une part de méconnaissance qui alimente un peu parfois les craintes qu'on peut entretenir là, vis-à-vis de ces gens-là. Par contre, je me dis, c'est des humains à part entière. Selon la Charte des droits et libertés, ils ont le droit d'exister comme n'importe qui d'autre. Je pense que c'est plutôt que d'y aller avec des mesures drastiques comme celle-là. Je pense que en multipliant les présences, en favorisant en fait des pratiques au niveau de la cohabitation sociale. Et là, je pense que on viendrait répondre à un besoin d'une part de ces commerçants-là qui peuvent avoir des répercussions négatives, mais aussi on viendrait peut-être soutenir ces gens-là qui sont déjà dans des situations difficiles, parce qu'après ça, c'est de déplacer le problème. Donc, ces gens-là ont sans doute quitté le complexe des Jardins pour aller dans un autre lieu, parce qu'en réalité, c'est ça, c'est comme si leur chez eux, c'était la rue, c'était ces endroits publics-là, en l'absence d'appartements puis de chambres ou de logements convenables pour eux. Mais vous nommez bien. J'ajouterais, oui, allez-y. Excusez, je ne vais pas vous couper, là, mais j'ajouterais aussi que ça fait partie un petit peu du processus de désaffiliation sociale là, que les gens peuvent vivre, à force de se faire repousser d'un endroit à un autre, puis surtout avec des tactiques de faire jouer la tune Baby Shark. Là, en tout cas, j'en reviens pas encore, là, mais tu sais, on s'entend que c'est entêtant, cette chanson-là, c'est pas endurable, puis je vous préviens, chers auditeurs, si vous voulez savoir de quoi on parle, vous êtes prévenus, vous allez l'avoir dans la tête. Non, on la met pas en ondes. Vous nommez bien l'enjeu de cohabitation sociale. En environnement, on parlait de pas dans ma cour, mais on le voit au niveau des piqueries, des centres d'injection supervisés. C'est un enjeu aussi à Montréal qu'on a, que ces lieux-là se sont installés près des écoles, et c'est toute la notion du vivre ensemble qui commence à être très complexe. Mélissa et Jonathan, on fait une courte pause et on revient tout de suite après aux Héros anonymes.
Dernier bloc des héros anonymes. Cette semaine, nous poursuivons notre discussion avec deux de la vingtaine d'employés de Le Trash Travail de rue à Shawinigan, la directrice générale Mélissa Brassard et Jonathan Roubellaire, travailleur de rue ou dit Jonathan tout court. Jonathan, comment vous vivez au quotidien? Qu'est-ce que vous apprenez à leur côté? Les personnes que vous aidez? Énormément de choses. Le travail de rue, c'est un travail qui est extrêmement enrichissant pour le praticien. C'est pas toujours facile, mais tout ce que j'apprends avec les gens, premièrement, si je vais du côté technique, dépendamment des situations que je rencontre avec eux, j'apprends à faire des nouvelles démarches. J'apprends comment que ça fonctionne. Mettons, faire une plainte au TAL. J'apprends un petit peu le fonctionnement des hôpitaux quand je fais des accompagnements, le fonctionnement judiciaire quand je fais des accompagnements, tout ce genre de choses-là. Mais d'un point de vue plus humain, j'apprends énormément sur les gens, sur l'humain en général. Souvent, ces gens-là, c'est des gens qui ont des vécus extrêmement complexes. Puis, on apprend vraiment dans cet emploi-là que chaque humain est unique, qu'il n'y a pas souvent, quand on est de l'autre bord de la rue, là, si je peux m'exprimer de même, que on voit juste un sans-abri, puis un autre sans-abri, puis un autre sans-abri. Mais quand on va à la rencontre de ces gens-là, on se rend compte que c'est tous des humains, puis c'est tous des humains qui ont des histoires complexes. Puis c'est extrêmement touchant, là, je dirais, de les côtoyer. Puis on apprend beaucoup sur la culture de la rue, j'apprends à toutes les fois que je rentre au travail et que je rencontre des gens, j'apprends des nouvelles choses. La culture de la rue, comment on pourrait décrire la culture de la rue? Ça varie d'un lieu à l'autre. Mettons comme à Shawinigan, il y a Grand-Mère, il y a Shawinigan, il y a Shawinigan Sud. On a beau tout faire partie de Shawinigan, il y a quand même des espèces de clés culturelles qui sont différentes d'un endroit à l'autre. Puis c'est tout le temps, c'est une culture qui est tout le temps en mouvance, qui est tout le temps, c'est dynamique, j'ai vraiment de la misère à répondre à votre question, parce que ça dépend également de chaque milieu, de chaque petite gang. Les petits jeunes sont un petit peu plus acculturés avec la culture rap et pop. Il y a les vieux rockers, il y a c'est des petites bulles culturelles qui ensemble forment un petit peu l'espèce de culture de la rue, entre parenthèses, là, du quartier. Puis en fait, je dis culture de rue parce que je suis travailleur de rue, mais c'est de la culture du quartier en général. Oui. Et là, on sent plus cette influence-là chez les jeunes qui traînent dans les parcs, comme vous le dites, versus les jeunes qui sont chez eux à être en ligne, à jouer en ligne et que vous rejoignez pas comme tel dans ce mode peut-être plus classique du travail de rue. Qu'on les rejoint, bien sûr, on les rejoint moins qu'avant. Là, en écoutant des vieux de la vieille là, dans le travail de rue, vraiment il allait dans les parcs, puis tu peux avoir littéralement une centaine de jeunes qui se tenaient là comme à tous les soirs. Là. Aujourd'hui, c'est rendu c'est beaucoup plus devant les écrans et tout ça. Fait que c'est ça, ces jeunes-là, on les rejoint beaucoup moins qu'on pouvait les rejoindre avant. Ben, je rappelle à nos auditeurs que nous avons reçu il y a quelques mois un organisme qui s'appelle les Gardiens virtuels, je crois, qui faisait justement qui font en fait du travail de rue numérique et qui s'infiltrent un peu dans les plateformes de gaming et autres où sont les jeunes et qui font à peu près le même travail que vous, mais vraiment en ligne. Oui, j'en ai déjà entendu parler entre les branches. Je ne les connais pas beaucoup. Je sais que on se lancera pas en politique de travail de rue. Mais je sais qu'il y avait eu par rapport à notre association de la truc, je sais qu'il y avait une discussion là, justement à savoir s'il y avait le droit d'employer le terme travail de rue. Je suis pas super au courant du dossier, là, mais ouais, je l'ai quand même un petit peu. Ben, en fait, le travail est essentiel, peu importe qui le fait, comment on le fait, c'est important de rejoindre les gens là où ils sont. Donc, vous êtes combien d'employés au Trash? Mélissa? Actuellement, on est 24 employés, puis de ce nombre, j'ai 16 intervenants. Là. 16 intervenants. Est-ce que ce sont tous des travailleurs de rue? Non, en fait, il y a 7 travailleurs de rue. J'ai 3 travailleurs de milieu qui, eux, sont au centre de jour. Puis, j'ai 3
3 travailleurs de milieu aussi, mais qui sont à l'école de rue. Puis j'ai également, comme je vous nommais tout à l'heure, là, nous, on ouvre 7 jours sur 7 en période hivernale. Donc, j'ai des employés là, qui sont là de façon saisonnière là, pour permettre là, d'ouvrir là, le week-end également. Et de quelle source de financement vous disposez là, pour mener à bien tous ces projets? Écoute, on a plusieurs enveloppes là, de financement. C'est en soi toute une un défi, en fait, là, pour oui, exact, pour arriver là, à aller chercher là, suffisamment de financement pour déployer là, autant de ressources puis autant de services. Donc, je vous dirais que majoritairement, là, les enveloppes proviennent du ministère de la Santé et des Services sociaux par différents programmes. On a également le ministère de la Sécurité publique là, qui a dédié un financement là, bien spécifique au travail de rue. On a Centraide, évidemment, là, qui nous appuie là, depuis pratiquement les tout débuts de l'organisme. Donc, c'est les principaux, puis ça inclut aussi quelques autres enveloppes là, qu'on va chercher de façon ponctuelle. Là, malheureusement, un des plus grands défis, c'est que on n'a pas toujours du financement qui est récurrent, donc on se retrouve là, avec des enveloppes de financement qui sont à renouveler, soit de façon annuelle ou à tous les 2 ans. Donc, ça, c'est plus contraignant quand on parle d'intégration d'un travailleur de rue entre 6 mois et 1 an. Bien, on souhaite avoir des enveloppes de financement qui sont pérennes dans le temps pour permettre à la personne d'imprégner son quartier, mais également de se maintenir parce qu'on a affaire avec des populations qui sont peut-être plus méfiantes, que le lien est difficile à créer. Donc, une fois que c'est fait, on ne veut pas perdre l'enveloppe de financement, perdre l'intervenant qui est relié à ce poste-là, puis venir encore briser là, des liens de confiance avec les gens. Là. Parce que c'est à recommencer à ce moment-là. Si par exemple, le programme se termine et il n'y a pas d'autre financement avant 6 mois ou 9 mois, le nouvel intervenant, ça ne veut pas dire que la personne est toujours disponible. Donc, de conserver, il y a l'attraction des ressources humaines, mais de les conserver parce qu'il y a du financement, je comprends que c'est un grand défi pour vous. Exact. Puis, d'avoir le financement adéquat. Moi, souvent, je dis, le travail qu'ils font, est aussi important que celui en grande institution. Mais on ne se cachera pas que le communautaire n'a pas les mêmes revenus. Donc, moi, je n'ai pas la possibilité de pouvoir payer ces intervenants-là à la hauteur du travail qu'ils font. Donc, ça aussi, c'est un beau défi, mais au moins, ce que je peux me dire, les gens qui sont ici sont vraiment là par conviction. C'est des gens de cœur. C'est des gens qui croient à cette pratique-là, mais qui ont un amour profond pour ces populations-là plus vulnérables. Jonathan, comment vous réagissez? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Là, on comprend que c'est pas nécessairement la paye. Non, pas nécessairement la paye. C'est sûr qu'en allant en milieu plus au public, dans le fond, je peux gagner pratiquement 10$ de l'heure de plus que ce que je gagne en ce moment. Mais en même temps, j'ai vraiment un amour pour le travail. Puis aussi, juste en tant qu'intervenant, c'est la liberté puis la liberté d'agir qu'on a en milieu communautaire, pas seulement dans le travail de rue. Je pense que c'est une paye en soi. Personnellement, j'ai jamais vraiment travaillé dans le public. J'ai fait un stage au public, puis je trouvais ça hyper contraignant justement d'avoir seulement un mandat, puis d'avoir seulement une visée. Fait que je suis quand même, malgré l'aspect financier qui est un petit peu moins, là, je suis vraiment content d'être à ma place. Puis aussi, juste répondre sur ce que Mélissa disait tantôt. Le temps dans le travail de rue, c'est un aspect qui est hyper important. Là. C'est vraiment ça, on l'a dit tantôt, ça prend de 6 à 1 an, de 6 mois à 1 an pour intégrer un quartier, puis c'est après ça que vraiment que les impacts de notre travail se font sentir. C'est vraiment un travail de longue haleine. Donc, c'est ça, le fait que les difficultés de financement qu'on peut avoir, puis qu'on n'est pas financé à la mission, on est tout le temps financé au projet, puis c'est une difficulté. Là, puis ça, c'est une job que Mélissa remplit à merveille, puis c'est un gros casse-tête. Oui. Bien, effectivement, vous nommez le doigt sur un défi que partagent beaucoup d'organismes communautaires et il y a à réfléchir à toute cette formule-là, j'imagine. Donc, qu'est-ce qu'on vous souhaite à tous les deux pour l'avenir, pour 2025? Bon, premièrement, un bon 20e anniversaire. Bien, de pouvoir poursuivre à accompagner ces gens-là au quotidien, que cette confiance-là qu'ils nous accordent puisse demeurer.
dans un sens, j'aurais envie de dire, souhaitons-nous que les portes ferment parce qu'il n'y en a plus de besoin, mais ça, ce serait de porter des lunettes roses, malheureusement. Donc, c'est ça, d'arriver à maintenir l'équipe actuelle dans des conditions qui sont favorables, puis d'avoir cette confiance-là, mais aussi cet appui-là qu'on reçoit de la population en organisme communautaire. C'est important que la population soit derrière nous, puis ça, on l'a vraiment, autant au niveau de différents commerçants, d'autres partenaires, que ce soit communautaire ou au niveau du réseau, mais des citoyens aussi qui nous appuient, puis qui reconnaissent le travail qui est fait sur le terrain par l'organisme. Ça, c'est très apprécié, puis ça nous donne le souffle de continuer. Je vous souhaite la meilleure des chances dans votre œuvre essentielle. Merci Mélissa Brassard, directrice de Le Trash Travail de rue, et Jonathan Roux-Bellaire, travailleur de rue. Et je vous souhaite, si, chers auditeurs, vous avez vu l'occasion de devenir bénévole, allez sur canalem.vuesetvoix.com, écoutez d'autres épisodes pour vous inspirer. J'en profite pour remercier notre dynamique équipe, Catherine Bourrotte-Doron, Mathieu Tessier, Jean-Sébastien Laliberté, Chantal Doré au micro. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.